Bonjour tout le monde. Donc on va rentrer aujourd'hui dans le fonctionnement en fait des institutions francophones et dans les idées autour de la coopération francophone. Euh, Ça nous permettra de revoir en fait différentes notions autour de la coopération multilatérale, de la coopération décentralisée et d'explorer un petit peu les particularités de la coopération francophone qui sont assez intéressantes. Donc on va regarder, pour ce faire, on va regarder tout ce qui est opérateur de la francophonie. Donc en particulier un opérateur qui nous intéresse particulièrement, sur lequel on passera un peu plus de temps, qui est l'Agence universitaire de la francophonie, donc qui est une grosse association d'universités en partie ou totalement francophones. Bon, c'est difficile pour une université maintenant d'être totalement francophone, mais donc les universités où en tout cas il y ait un département de français ou des départements qui utilisent le français. Je veux dire, dans le contexte de mondialisation évidemment des universités, dans la plupart des universités on parle plusieurs langues et on s'intéresse évidemment à plusieurs langues. Mais bon, l'AUF a cette spécificité donc de regrouper des universités du monde entier. Il y en a pratiquement 1000 à l'heure actuelle. Bon, ça aussi autour des 1000. Hein. Des fois, il y en a certains qui s'inscrivent, il y a des nouveaux inscrits, des gens qui se désinscrivent. Donc c'est des universités, c'est très très varié en fait. Donc il y a des universités dans des pays du Nord comme le Canada ou la France, comme des universités dans les pays du Sud comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Vietnam, etc. Donc vous avez des coopérations qui sont mises en place entre ces universités à travers des projets souvent impulsés ou appuyés par l'AUF. Par exemple, bon, pour donner un exemple concret, quand j'étais au Vietnam, en fait, donc on travaillait, je crois que c'était l'université de Rouen, qui avait monté un projet avec l'université d'Hanoï sur l'architecture. Donc c'est un département d'architecture de l'université de Rouen qui s'intéressait en particulier au patrimoine architectural vietnamien, à sa restauration, puis à la construction adaptée au climat du Vietnam. Donc ils avaient monté un partenariat avec une université d'architecture vietnamienne, donc celle de Hanoï. Donc c'est évidemment, je veux dire, ça crée des liens éventuellement très très forts. Vous voyez que bon, au Vietnam, vous avez une quantité d'architectes francophones, d'architectes qui s'intéressent beaucoup à la conception française de ce que c'est que l'architecture, parce qu'il y a un patrimoine culturel. Donc il y a des bâtiments, par exemple au Vietnam, par exemple à Hanoï, vous avez un opéra qui ressemble comme deux gouttes d'eau au Palais Garnier, à l'Opéra Garnier de Paris. Vous avez pas mal de bâtiments. Bon, les bâtiments d'ailleurs de l'université d'Hanoï ont été construits au temps de la colonisation française. Donc ce sont des exemples d'architecture coloniale française, très très beau d'ailleurs et assez réussi du point de vue adaptation au climat local, permettant à la fois de se protéger de la chaleur et de la pluie. Donc voilà, donc ça a des avantages certains. Donc évidemment tout ça crée des liens très très forts en fait, le fait de collaborer autour d'une discipline et de travailler après avec une langue commune. En Thaïlande, c'est le droit qui est très fortement francophone. L'université de Thammasat, un des accords avec la Sorbonne, etc. Bon, ça doit être appuyé d'ailleurs aussi probablement par l'AUF, même si l'implantation de l'AUF est beaucoup moins forte en Thaïlande qu'au Vietnam. Hein. Donc c'est aussi des questions historiques évidemment qui jouent dans ce domaine-là. Donc on va regarder de près en fait le fonctionnement de ces différents opérateurs de la francophonie, donc l'AUF, qu'on va regarder en détail, l'AIMF, qu'on va regarder de façon un peu plus succincte, parce que c'est pas tout à fait dans notre champ. L'AIMF, c'est l'Association internationale des maires francophones, fondée par Jacques Chirac et par le maire de Montréal de la même époque que notre Chirac national. Cette association-là regroupe des maires de différentes villes francophones ou en partie francophones, et donc ils travaillent sur les bonnes pratiques en fait de gestion de la mairie. Donc je vous avais peut-être raconté de façon un peu anecdotique. En fait, je suis allé une fois
à une rencontre en fait de l'Association internationale des maires francophones qui avait lieu à Brest en fait. Et là, on voit qu'il y a toute une coopération décentralisée. Ça, c'est très intéressant aussi parce que en fait, c'est de la coopération qui passe pas par les gouvernements directement, mais sur le plan local, donc par des coopérations directes entre villes. Par exemple, bon, la Brest avait une coopération assez forte, il me semble, avec Hanoï, si je ne dis pas de bêtises. Donc vous avez des coopérations comme ça qui se construisent. Par exemple, on a une coopération assez forte entre Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, et Port Vila, au Vanuatu. Donc là, évidemment, il s'agit de tout ce qui a trait à la ville. Quand par exemple vous devez refaire le système routier ou le système d'assainissement d'une ville, c'est des énormes chantiers, hein, ça représente des millions d'euros à chaque fois. Donc c'est intéressant d'avoir une idée de comment s'y prennent les villes qui peuvent être en avance sur vous du point de vue démographique ou du point de vue du développement. Donc là sur Port Vila, on avait les questions en fait de circulation dans la ville, d'assainissement, aussi de traitement des ordures ménagères, qui ont été traitées en partenariat avec Nouméa, c'est-à-dire que Nouméa a expliqué, va discuter avec les collègues de la mairie de Port Vila sur leurs bonnes pratiques en matière d'assainissement, de voirie, de signalisation et de traitement des ordures ménagères. Donc l'AIMF, ensuite vous avez cette université Senghor d'Alexandrie, et les chaires francophones. En fait, vous avez un certain nombre de professeurs de différents pays, mais qui ont la particularité d'être tous des francophones et qui travaillent en fait dans un esprit francophone. Donc ça, on va regarder ça aussi de près parce que c'est aussi intéressant et c'est aussi quelque chose en fait qui joue un rôle de soft power, de pouvoir intellectuel, hein, je veux dire. Voilà, et donc vous avez un quatrième opérateur dont on va parler un peu plus en détail aussi, puisqu'on l'utilise, nous, à peu près tous les jours, en fait, pour leur production de qualité en matière d'enseignement du français. Hein. Je veux dire, quand j'ai fait le cours, par exemple, sur francophonie, patrimoine historique, patrimoine culturel pardon, et usage didactique. Donc j'ai utilisé beaucoup évidemment les ressources de TV5 Monde. De même, je les ai utilisées beaucoup quand on a suivi, quand on a fait ensemble le cours de nouvelles technologies et enseignement des langues. Donc on parlera aussi de TV5 Monde qui est aussi un des opérateurs de la francophonie. Voilà, donc on va se lancer tout de suite dans le vif du sujet en écoutant une partie du MOOC, la francophonie, essence politique, essence culturelle, nécessité politique, je crois que c'est le titre exact, avec justement la dame qui va nous parler de tous ces opérateurs-là, et une spécialiste de politique internationale, voilà, et de sciences politiques, et qui est titulaire d'une des chaires Senghor de la francophonie, donc à l'université Galatasaray en Turquie. Donc vous voyez que aussi, bon, on va regarder un peu tout ça évidemment, mais vous voyez qu'il y a certains pays où il y a quand même une très forte influence intellectuelle des questions francophones. Donc on en reparle tout de suite. Après les instances politiques et les organes consultatifs, nous voyons à présent les opérateurs de la francophonie. Ces derniers sont chargés de la mise en œuvre de la feuille de route et des grandes missions élaborées par le sommet de la francophonie. Il y a d'abord l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, qui est l'opérateur principal, et les 4 opérateurs directs des sommets, qui sont l'Agence universitaire de la francophonie, AUF, l'Association internationale des maires francophones, AIMF, l'Université Senghor d'Alexandrie, et enfin TV5 Monde. L'OIF est l'institution juridique et administrative
de l'activité du secrétaire général. Il conduit des actions dans les domaines de la politique internationale et de la coopération multilatérale. Il est le pivot du système multilatéral francophone. En matière de coopération, il est guidé depuis 2004 par les missions inscrites dans le cadre stratégique de la francophonie. Il s'agit de Mission A, langue française, diversité culturelle et linguistique. Mission B, paix, démocratie et droits de l'homme. Mission C, éducation, formation, enseignement supérieur et recherche. Mission D, développement durable, économie et solidarité. Il est à noter que l'OIF porte une attention particulière à la jeunesse et aux femmes, ainsi qu'aux questions concernant l'accès aux technologies de l'information et de la communication dans l'ensemble de ses actions. À côté de l'OIF se trouvent 4 opérateurs directs. Le premier que l'on vous présente est l'Agence universitaire de la francophonie, AUF. Elle est l'une des plus importantes associations d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche au monde. Créée en 1961, elle regroupe en 2018 plus de 840 établissements universitaires sur tous les continents, et ce, dans plus d'une centaine de pays. Elle assume 2 fonctions. Opérateur en matière de l'enseignement supérieur et de la recherche du sommet francophone et acteur associatif au service des membres. Afin de lui permettre une meilleure adaptation aux contextes locaux, l'AUF décentralise ses programmes à travers son réseau de 68 implantations régionales dans 40 pays, bureaux régionaux, instituts et campus numériques francophones. L'AUF se concentre sur 4 axes d'action qui consistent à promouvoir les formations en valorisant la mobilité des personnes et des savoirs et l'acquisition des compétences utiles au développement, faciliter la mise en réseau des chercheurs, des équipes et des laboratoires et le rayonnement, accompagner les institutions dans leur démarche de modernisation de la gouvernance universitaire, contribuer au rayonnement international de l'université et de la communauté scientifique francophone. L'AUF offre aussi aux publics universitaires la possibilité de se former aux technologies de l'information et de la communication, en plus de suivre des formations à distance via ses nombreux campus numériques francophones. L'Association internationale des maires francophones, AIMF. Selon l'ancien secrétaire général de l'OIF, Abdou Diouf, la francophonie ne saurait être seulement une affaire des États et des gouvernements. Elle n'y survivrait pas. À côté des universités, des parlementaires et des États, la francophonie se doit donc d'être aussi présente dans les collectivités locales. C'est pourquoi le deuxième opérateur direct de la francophonie est l'Association internationale des maires francophones, AIMF, qui est donc l'acteur principal en matière de coopération décentralisée. Elle a été créée en 1979 à l'initiative de Jacques Chirac et Jean Pelletier, respectivement maires de Paris et de Montréal à l'époque, pour mettre en place un réseau de solidarité des grandes métropoles francophones. Elle est devenue opérateur du sommet de la francophonie en 1995. Aujourd'hui, c'est un réseau d'une 50aine de capitales et métropoles francophones
sous la présidence du maire de Paris. Elle se retrouve autour de ces valeurs communes que sont la place des femmes dans les processus de décision, la démocratie participative ou encore la planification du développement local. L'AIMF concourt à une meilleure gestion des collectivités, favorise les échanges d'expériences, mobilise l'expertise territoriale francophone et finance des projets de développement. Dans l'ensemble des pays francophones, les élus locaux font face aujourd'hui à de nouveaux défis comme l'explosion démographique, le développement durable, etc. En portant la voix des collectivités locales dans les instances de la francophonie, l'AIMF s'attache aussi à défendre et à soutenir la mise en œuvre des processus de décentralisation et d'une démocratie participative locale impliquant, autour des élus locaux, les autorités déconcentrées de l'État et la société civile. Depuis sa création, l'AIMF a ainsi appuyé près de 1000 projets dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, du développement durable, du développement économique, de la santé, de l'éducation ou encore de la préservation du patrimoine. Donc l'AUF, voilà, là nous sommes sur leur site, et donc ils se présentent, qui sont-ils, le réseau des universités, bon il y a plein de choses sur le site. Bon, c'est évidemment une institution, l'AUF, une agence, qui a un avantage certain, c'est que ça fait longtemps en fait qu'ils travaillent sur les campus numériques et donc sur l'interconnexion des universités. Quand j'étais en Mauritanie, en fait, donc on était voisins du campus numérique de l'AUF, et c'était à cette époque-là un très très bon centre d'accès en fait à toute une série d'informations pour les étudiants, que ce soit des outils pour constituer leur bibliographie, des bases de données avec des articles scientifiques dans toutes les disciplines. Bon, je veux dire, je vous rappelle qu'à l'époque, enfin à l'époque c'était, oui, il faut que je vous le redise, en fait, je suis arrivé en Mauritanie en 2000, donc il y a 20 ans, et en 2000, en fait, la Mauritanie n'était pas encore connectée avec de la fibre, donc on avait des connexions assez lentes avec des modems qui fonctionnaient sur des lignes téléphoniques classiques, donc 56 kilobits. Donc ce qui fait qu'évidemment tout ce qui était téléchargement de ressources numériques, c'était assez laborieux. Donc du coup, le campus numérique de l'AUF avait des grosses bibliothèques sur CD en fait, ce qui permettait d'avoir accès quand même à plein de ressources, mais qui étaient stockées en local. Donc maintenant, évidemment, c'est plus le cas. Bon, il y a toujours des campus numériques, ça change un petit peu parce que maintenant, en fait, c'est un peu chacun qui a son terminal. En fait, il n'y a plus tellement, je dirais, les ordinateurs ou les téléphones portables ou les tablettes, ça s'est beaucoup démocratisé. Donc évidemment, chacun va venir avec son terminal. L'essentiel, c'est d'avoir un Wi-Fi qui crache pas mal de données. Voilà. Donc l'identité, donc association d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche et opérateur de la francophonie universitaire. Donc c'est ce que fait l'AUF. Donc une association qui regroupe 1007 universités, comme on le voit ici, grandes écoles, réseaux universitaires et centres de recherche scientifique qui utilisent la langue française dans 119 pays. Opérateur de la francophonie universitaire, donc parce que ça permet de mettre en contact, en fait, évidemment, les différentes universités francophones qui peuvent avoir des projets communs, et ça permet de développer une coopération qui peut être très bien une coopération sud-sud. C'est-à-dire qu'il peut très bien arriver, en fait, par exemple, que des étudiants africains aillent faire des études dans un pays comme le Vietnam, ou d'autres pays où ils vont trouver des contenus francophones, et qui seront éventuellement d'ailleurs plus adaptés en fait que la France, puisque par exemple, je sais pas, je pense à des questions sur le développement durable, sur l'écologie, sur la climatisation, sur l'agriculture tropicale ou la santé et les maladies tropicales. Et bien finalement on est plus proche du terrain et plus proche de recherche directement appliquée
quand on est au Vietnam ou au Laos ou en Thaïlande que quand on est en France. On travaille sur le même univers géographique, enfin le même type de climat en fait. Donc voilà, 1007 universités, grandes écoles, donc créées il y a près de 60 ans. Elle est l'une des plus importantes associations d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche au monde. Elle est également l'opérateur pour l'enseignement supérieur et la recherche du sommet de la francophonie. À ce titre, elle met en œuvre dans son champ de compétences des résolutions adaptées par la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage. Donc notre mission, agir pour une francophonie universitaire solidaire, engagée dans le développement. Donc vous avez entendu le professeur Füsun Türkmen parlait tout à l'heure des différents axes et des différentes priorités de la francophonie. Donc le développement durable fait partie des priorités de la francophonie, comme les travaux sur l'accès au numérique ou l'égalité homme-femme, le travail sur la promotion des femmes. Évidemment, il y a énormément d'endroits, et en France aussi d'ailleurs, où il y a encore beaucoup de travail à faire pour qu'il y ait une vraie parité homme-femme. Donc voilà notre méthode, donc des projets structurants pour une amélioration concrète de l'enseignement supérieur. L'AUF favorise la solidarité entre les établissements d'enseignement supérieur et de recherche pour la mise en place de projets qui transforment concrètement le système universitaire. Donc il y a aussi des projets évidemment qui vont fonctionner sur la gouvernance universitaire, sur l'organisation des universités en fait. Donc vous voyez que les universités, c'est un univers particulier, très très qui a plein de, enfin, il y a plein de choses très particulières dans le monde universitaire. Donc nous, par exemple, à Paris 8, on a remis en cause, quand Paris 8 a été fondé, on a remis en cause pas mal de choses, comme le mandarinat, par exemple, des professeurs d'université, le fait qu'il y ait différents grades. On était très anti-hiérarchie et anti-grade au début de Paris 8. Donc on a remis en cause un certain nombre de questions autour de l'autorité des professeurs, le fait qu'il y ait différents grades entre professeurs, maîtres de conférences, etc., la progressivité des études, enfin bon, on a remis en cause beaucoup de choses. Je veux dire, il y a, dans l'université, il y a souvent plein de choses, évidemment, qui bougent, et l'idée de départ des universités, c'est que c'est une communauté d'étudiants et d'enseignants qui travaillent à l'amélioration de la science, à la construction de connaissances, et donc à une tentative d'objectivité de la méthode scientifique. Vous voyez que c'est un intérêt, je veux dire, évidemment, là dans la crise par exemple du Covid, la recherche scientifique, bon là je disais il n'y a pas très longtemps quelques articles en fait sur les vaccins à ARN messager. La recherche scientifique permet de gérer beaucoup mieux une crise du type crise du Covid. C'est-à-dire qu'on a une recherche qui a avancé extrêmement vite. C'est la première fois qu'on fabrique aussi vite des vaccins. On peut avoir quelques inquiétudes évidemment sur le manque de recul, en fait, le manque de temps pour expérimenter suffisamment solidement ces vaccins. Mais par exemple, ce qu'on voit actuellement, en fait, donc la troisième vague là, qui arrive sur l'Île-de-France, le Conseil scientifique l'avait tout à fait prévu. Et on a décidé de ne pas reconfiner, plus pour des raisons politiques que pour des raisons purement scientifiques. Donc c'est intéressant, évidemment, toutes ces questions de recherche permettent en fait d'améliorer nos connaissances sur une série de domaines, de construire des connaissances objectives en fait, voilà, et il y a du travail évidemment toujours à faire pour que ça continue, enfin, je veux dire que les méthodes scientifiques continuent, qu'elles restent le plus objectives possible et pas soumises en fait à des mandarinats qui ne se renouvellent pas. Donc je veux dire, il y a aussi un renouvellement nécessaire à chaque fois dans l'université, une absence de dogmatisme aussi qui est nécessaire. Donc je veux dire, il y a plein de choses évidemment qui se passent. Je ne dis pas que l'AUF ou la francophonie va résoudre toutes ces questions-là, mais c'est un projet intéressant. Enfin, il y a un projet intéressant qui est l'internationalisation de la recherche. Bon, ici, à travers une parenté, enfin une communauté de langues, un partage linguistique.
bon, je veux dire, qui est finalement, bon, à mon sens, un petit peu secondaire, en fait. L'essentiel n'est pas, dans une université, la langue qu'on parle. C'est plutôt, évidemment, la qualité de la recherche et la tentative d'objectivité et de construction de savoirs scientifiques sur ces différents domaines. Donc voilà, donc, mais en tout cas, bon, je veux dire, il y a un projet intéressant qui est cette mondialisation en fait, du travail et le partenariat de développement avec des universités du Sud qui est aussi très très utile et très nécessaire certainement. Sans qu'on impose de modèle évidemment de développement, hein, je veux dire, mais on essaye de trouver en fait les bonnes manières de fonctionner. L'AUF favorise la solidarité entre les établissements d'enseignement supérieur et de recherche pour la mise en place de projets qui transforment concrètement le système universitaire. Elle s'associe avec de nombreux partenaires, entreprises privées et leurs fondations, États et gouvernements, agences nationales d'aide au développement, organisations internationales, organisations non gouvernementales et associations universitaires, scientifiques et culturelles. Ces équipes à travers le monde apportent suivi et conseils pour la conception et le suivi de projets, facilite le partage de bonnes pratiques, de l'expertise et des innovations. Donc il y a plein de choses, hein, je veux dire, ça va de projets de travaux communs sur l'architecture au Vietnam dont je vous parlais. Quand j'étais au Vietnam, on a aussi travaillé sur des recherches en fait sur la dengue, sur les maladies tropicales. Il y a un institut de médecine tropicale qui était d'ailleurs dirigé par le professeur Buisson, que vous voyez peut-être souvent à la télévision en ce moment pour parler du Covid. Donc il y avait aussi un institut de la francophonie pour l'informatique, en fait, où donc on a travaillé beaucoup évidemment sur tout ce qui était grille, conception de logiciels, réseau, etc. Donc plein de choses intéressantes à faire en français ou dans d'autres langues, mais bon, pour le moment en français, et plein de choses qui renouvellent en fait les partenariats internationaux et la communication sur le plan international. Donc je vous ai parlé un peu de l'accès à l'informatique. Une des autres choses qui m'avait séduite en fait quand je suis passé par l'AUF, en fait j'ai travaillé au bureau Asie-Pacifique. Bon, j'étais déjà assez intéressé parce qu'au Vanuatu, il y avait une particularité, quand j'étais en poste au Vanuatu, une particularité, c'est qu'il y avait une antenne de l'AUF dans un bâtiment qui était construit sur un terrain que le gouvernement du Vanuatu avait offert. Et c'est un des rares endroits où l'AUF a construit un bâtiment, en fait, pour servir de centre universitaire, de campus numérique et de début de centre universitaire, parce qu'il n'y avait pas d'université francophone au Vanuatu. Donc j'étais déjà intéressé par ça quand j'étais au Vanuatu, d'autant plus que le directeur de l'antenne était un grand ami, est devenu un très grand ami. Et une autre chose qui m'a plu en fait dans le fonctionnement de l'AUF, c'est qu'ils ont partout favorisé l'utilisation des logiciels libres en fait. Donc toute l'AUF fonctionne sous Linux. Et moi, ça faisait longtemps que j'étais sous Linux aussi, pour des raisons d'idéologie, de conviction, que les logiciels ne doivent pas, que les systèmes d'exploitation ne doivent pas enrichir des boîtes privées qui contrôlent nos données, mais plutôt être sous la main de communautés indépendantes d'informaticiens. Donc, je veux dire, l'AUF fonctionne heureusement avec Linux. Donc, c'était aussi un des points qui m'a fait pencher qui m'a intéressé et qui a fait que j'ai postulé pour ce poste au Vietnam. Donc, au bureau Asie-Pacifique de l'AUF, où j'ai été coordonnateur des projets. Donc, partout, présent dans plus de 40 pays, l'AUF dispose d'un réseau de 59 représentations locales. Ces services centraux se répartissent entre Montréal et Paris, donc c'est la place de la Sorbonne. 10 directions régionales pilotent les actions sur le terrain en Afrique centrale et des Grands Lacs, en Afrique de l'Ouest, dans les Amériques, en Asie-Pacifique, donc c'est le bureau où j'étais, dans la Caraïbe, en Europe centrale et orientale, en Europe de l'Ouest, au Maghreb, au Moyen-Orient et dans l'océan Indien. Donc vous avez ces 10 bureaux régionaux, en fait, qui pilotent les actions sur le terrain. Donc
Bon, je pense que celui d'Asie-Pacifique est le plus grand du point de vue de l'aire géographique couverte, avec un nombre, puisqu'on a la Chine, et puis aussi du point de vue du nombre de populations. Parce que sauf erreur, on a l'Inde et la Chine dans le bureau Asie-Pacifique, et on a aussi tout le Pacifique, donc entre autres le Vanuatu. 7 antennes administratives, 36 campus numériques francophones consacrés au numérique et 4 instituts de la francophonie consacrés à la formation, à la recherche, au conseil et à l'expertise, complètent ce dispositif régional d'intervention. Donc vous trouverez sur le site un annuaire des membres, donc avec toutes les universités membres. Donc vous avez, voilà, on parle Zimbabwe, Université libre, ça doit être, alors on doit être là au Congo, en RDC, donc UPN. Donc vous avez l'annuaire de toutes les universités qui sont membres de l'AUF, et donc vous voyez que c'est très très divers, et on va avoir des universités dans 110 pays ou 117 pays. Donc c'est un réseau mondial très important et très très riche. Voilà. Voilà donc ce qu'on peut dire pour le moment de l'AUF. On va passer beaucoup plus rapidement sur l'AIMF. L'AIMF, donc on va évidemment y passer beaucoup moins de temps, hein, mais bon, je veux dire, mais c'est intéressant à connaître parce qu'en fait c'est quelque chose auquel on ne pense pas toujours, en fait, tout ce qui est cet élément de coopération décentralisée, en fait. Et les villes et les collectivités locales ont de plus en plus, en fait, de moyens, en fait, et souvent on y pense dans un deuxième temps, en fait, mais très souvent il y a des bourses, il y a des aides données par les villes pour leurs ressortissants, et des projets aussi de coopération internationale qui peuvent être intéressants, hein. Donc vous voyez, donc comme nous disait Füsun Türkmen tout à l'heure, donc la IMF, donc ce que dit c'est Anne Hidalgo là, qui parraine en fait la IMF, qui préside la IMF, hein. Donc, comme le dit Anne Hidalgo, la IMF c'est un projet commun, celui de donner à chacun de nos territoires la possibilité de se développer dans un monde qui est confronté à des défis majeurs. Donc évidemment, le développement des villes dans beaucoup de pays, et partout d'ailleurs, est une question majeure, hein, en fait. Parce que, bien entendu, bon, les villes deviennent de plus en plus énormes, elles se développent et elles changent. Je veux dire, vous avez vu les changements de Paris, en fait, par exemple sur la place de la voiture dans Paris, sur les aménagements pour les vélos, sur les réseaux, réseaux d'eau, réseaux d'assainissement, essayer de construire des villes vertueuses, parce qu'on a de plus en plus une plus grande partie une plus grande partie de la population du monde vit dans les villes, et par exemple le travail sur les villes africaines, bon, il y a énormément de travail à faire pour tout ce qui est assainissement, construction. Je veux dire, vous voyez que les villes africaines se développent à une vitesse folle, et que donc il y a des quartiers qui poussent à toute vitesse et qui ont besoin d'être raccordés en électricité, d'avoir un réseau d'eau potable, d'avoir des réseaux d'assainissement, d'avoir des réseaux pour évacuer les ordures ménagères. Donc tout ça fait des thématiques quand même assez passionnantes, et reliées en fait en partie avec des questions linguistiques. Donc je voulais vous montrer, en fait, tout à l'heure je suis tombé sur une carte de l'ensemble des villes. Alors je vais essayer de la retrouver, parce qu'il y a une carte en fait de tous les membres de l'AIMF, et qui est assez fascinante. Alors on va essayer de la retrouver. Valeurs en ville, nous connaître, qui sommes-nous? Voilà, ça doit être par là, j'imagine. Les membres, voilà, tous les membres. Tous les membres. Voilà, donc là vous avez une carte de toutes les villes qui sont membres de l'AIMF. C'est quand même assez intéressant. Déjà, vous en avez une quantité évidemment qui est concentrée sur l'Afrique, juste au-dessus de l'équateur. Donc vous allez avoir San Pedro, bon ça c'est en Côte d'Ivoire, Kékédou, Bokeh, Ziguinchor, Makedougou, je ne sais pas s'il y a une ville, je cherchais
s'il y avait la ville de notre collègue, donc la ville de une ville de Guinée-Bissau pour notre collègue Noël. En tout cas, il y a ici, vous voyez, alors là, un peu perdu au milieu de l'océan Pacifique, Port Vila, où j'étais en fait. Donc c'est voilà, le maire et l'adhésion. Port Vila a adhéré à l'AIMF en 1984 et donc évidemment est un des membres de l'AIMF qui entretient une coopération avec d'autres. Vous avez Vientiane ici, Battambang, Kampot, donc ça c'est le Vietnam. Et on va avoir probablement Battambang. Je n'arrive pas à avoir un œil. Comme la carte est un peu petite, c'est difficile de viser. Majunga, donc à Madagascar, donc qui est là où une jolie petite alliance française. Voilà, Praia, donc au Cap-Vert. Donc ça, évidemment, vous avez voilà, des projets, j'imagine, des actions menées avec l'AIMF, requalification du quartier de Villanova, patrimoine et développement local Afrique de l'Ouest, amélioration durable de l'environnement et des conditions de vie du quartier de Villanova, requalification durable de la plage de Bocabala pour le sport. Donc voilà, vous avez des projets sur ces différentes villes qui permettent éventuellement de changer un peu la qualité de vie, d'améliorer un certain nombre de choses dans les villes et surtout aussi de créer des liens en fait avec d'autres villes francophones. Voilà, donc je vous en dirai pas beaucoup plus sur l'AIMF. Bon, ça vaudrait le coup évidemment d'explorer un peu mieux leurs projets. Moi, quand j'avais été à Brest, ici, Mérignac, non, c'est pas Brest encore, mais quand j'avais été à Brest, on avait vu évidemment des représentants de plein de collectivités locales, de plein de différentes villes, et c'est tout à fait passionnant en fait cette coopération décentralisée, parce que justement on touche à des questions très très concrètes de qualité de vie en ville, de pollution, d'assainissement, etc. Et c'est assez passionnant de voir tout ça en train de se faire. Voilà, donc je vous laisse découvrir, vous découvrirez le site hein, si ça vous intéresse. Vous pouvez regarder si votre ville d'origine en est membre. Par exemple, là, ici, on doit avoir quelque chose en Tunisie aussi, j'imagine. On a encore pas mal de choses à Gafsa, à Sousse. Oui, donc, vous voyez qu'en Tunisie, il y en a plusieurs. Hein. Pour Zouer, ce sera une nouvelle découverte, certainement. Et donc, je pense que bon, vous aurez le temps d'explorer un peu tout ça et de voir quelles sont les actions de l'AIMF éventuellement dans vos villes d'origine. En Amérique du Sud, il y a relativement peu de choses. Hein. Vous voyez Montevideo en Argentine et Ouro Preto au Brésil. Donc là, on a d'autres villes qui sont en Haïti probablement. Et aux États-Unis, la Nouvelle-Orléans, donc qui est quand même une des villes aussi très francophones des États-Unis. Voilà, donc vous avez évidemment intéressant à observer aussi le fonctionnement de l'Association internationale des maires francophones. Deux autres opérateurs, donc l'Université Senghor d'Alexandrie et les Chaires Senghor de la francophonie, et d'autre part TV5 Monde, donc que vous commencez à bien connaître certainement et que vous avez très probablement déjà utilisé pour faire des cours de français. Le troisième opérateur direct de l'OIF que l'on vous présente est l'Université Senghor d'Alexandrie. Cet opérateur a la particularité d'être le seul à avoir été créé par le sommet de la francophonie. En effet, les trois autres opérateurs directs, l'AUF, l'AIMF et TV5 Monde, ont été créés avant le premier sommet. C'est en 1989, lors de celui de Dakar, le premier sommet francophone en Afrique, que les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de créer une université internationale de langue française, dont l'objectif est de former des ressources humaines pour le développement africain.
On a donné le nom de Léopold Sédar Senghor à cette institution, en hommage bien sûr au père fondateur de la francophonie. C'est Boutros Boutros-Ghali, le ministre égyptien des Affaires étrangères de l'époque, qui a souhaité que cette université soit implantée à Alexandrie, sa ville natale, sur les bords de la Méditerranée. Elle a ouvert ses portes en 1990 pour former au niveau du troisième cycle des cadres africains au métier du développement dans les domaines de la gouvernance, de la gestion, de l'environnement, de la culture et de la santé. L'Université Senghor d'Alexandrie est organisée en 4 départements correspondant aux principales spécialités: administration-gestion, culture, environnement et santé, sous l'autorité d'un recteur. La formation y est assurée par un corps professoral international issu de l'université francophone du Nord et du Sud. Au bout de 2 ans de formation à Alexandrie, les étudiants qui sont déjà des professionnels obtiennent un master professionnel en développement qui se décline en 9 spécialités: gestion de projet, gouvernance et management public, gestion du patrimoine culturel, gestion des industries culturelles, communication et médias, gestion de l'environnement, gestion des aires protégées, santé internationale et politique nutritionnelle. Ce diplôme est reconnu par le CAMES, le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, ainsi que par les universités françaises, canadiennes, belges, suisses, comme équivalent au diplôme national de même niveau. Depuis quelques années, l'université se décentralise en ouvrant ce que l'on nomme des campus Senghor dans certains pays africains. Le but de cette décentralisation est de former sur place des étudiants de haut niveau. L'objectif est de rendre accessible la formation et de répondre à des besoins spécifiques formulés par les pays bénéficiaires eux-mêmes, parfois en complément de l'offre universitaire locale. Le dernier opérateur direct de la francophonie que l'on vous présente est TV5 Monde, soit la toute première chaîne mondiale de télévision en français. Créée en 1984 par le regroupement de 5 chaînes de télévision francophones de 3 pays européens, France, Belgique et Suisse, soit TF1, Antenne 2, France 3, RTBF, Télévision Suisse Romande, TV5 a intégré le système institutionnel de la francophonie lors du sommet de la francophonie de 1989 et est devenu opérateur direct en 1997. Dans ce cadre, TV5 Monde sert à renforcer la présence francophone dans le paysage audiovisuel international, à promouvoir la diversité culturelle et la diffusion des cultures de la communauté francophone. Aujourd'hui, TV5 Monde est le 2e réseau international de télévision diffusé auprès de 220 millions de foyers dans près de 200 pays et territoires. Elle édite simultanément, depuis Paris, 8 chaînes régionalisées distinctes à destination de l'Europe francophone, France, Belgique, Suisse, l'Europe non francophone, le Maghreb et l'Orient, l'Afrique, l'Asie, les États-Unis, l'Amérique latine et le Pacifique. Une chaîne spécifique destinée au territoire canadien est gérée par TV5 Québec-Canada, structure indépendante basée à Montréal. Les programmes rassemblent une audience cumulée hebdomadaire
de 55 millions de téléspectateurs. Son contenu généraliste et d'expression plurielle est diffusé à travers les 5 continents en tenant compte des fuseaux horaires et des sensibilités et des réalités sociales du public. À travers tout ce que nous venons de voir, nous avons pu discerner les principaux acteurs de la francophonie et leurs axes d'intérêt. Bien, donc nous voilà là sur le site de l'université Senghor. Hein. Donc vous voyez, d'après ce qu'a dit Füsun Türkmen, que c'est très orienté développement, gestion, management, santé, toutes les problématiques en fait qui concernent beaucoup les pays d'Afrique à l'heure actuelle. Donc si on regarde les campus, en fait, donc vous voyez qu'il y a des campus dans plusieurs pays d'Afrique, au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, à Djibouti, en France, en Guinée, en Hongrie, au Maroc, au Sénégal. Bon, évidemment, c'est très tourné vers l'Afrique et vers les cadres africains en fait qui veulent se former et obtenir un diplôme universitaire et se former dans des disciplines qui ont un rapport avec le développement ou le management et la gestion de projets, que ce soit des projets de développement, des projets autour de la santé ou des projets culturels. Donc voilà, vous voyez que c'est aussi un outil de pouvoir, hein, je veux dire, c'est-à-dire qu'à partir du moment en fait où vous formez des gens avec votre discours sur le développement, sur la santé et ainsi de suite, vous augmentez votre zone d'influence, votre zone de pouvoir. Donc c'est aussi, ceci dit, c'est quelque chose d'intéressant par rapport aux problématiques de développement en général. Bon, voilà, vous avez vu un petit peu de quoi il retourne. Donc, on va regarder très très brièvement après TV5 Monde, puisque TV5 Monde, on en a déjà beaucoup parlé en fait. Mais vous voyez que l'influence de TV5 Monde est quand même quelque chose d'assez énorme. 300 millions de personnes aptes à le recevoir, enfin 300 millions de foyers, 55 millions de spectateurs cumulés par semaine, 8 chaînes dans différents endroits de la planète, avec une adaptation en fonction des goûts et des sensibilités des publics de ces régions-là. Donc on va regarder rapidement après le site de TV5 Monde. Voilà, on continue. Bon, quant à T5 Monde, hein, vous connaissez déjà très bien le site, donc avec ses grandes parties, hein, les chaînes de télé, l'information, la langue française, toutes les questions sur l'Afrique, en fait, que ce soit des productions de séries, etc. Donc un outil aussi d'influence, hein, vous voyez bien que en fait, le positionnement des opérateurs de l'OIF, pardon, est clairement en fait sur de l'influence politique par des voies raisonnées en quelque sorte, hein, à travers l'université, donc le pouvoir intellectuel, en fait la construction d'idées, la construction de discours sur le développement durable, la bonne gouvernance, etc. Et d'autre part sur le côté information, donc qui est toujours évidemment une des clés en fait de la construction de l'opinion. Bon, ceci dit, c'est pas critiquable en soi, hein, je veux dire, c'est simplement après comment sont utilisés en fait ces éléments de pouvoir ou de contre-pouvoir. Donc là, vous avez, on est sur le site de TV5 Monde, hein, donc vous avez une chaîne d'infos, évidemment, donc ça c'est le journal d'aujourd'hui qui dure une petite dizaine de minutes. Donc là, on va commencer par Joe Biden, hein, pour la première conférence de presse de Joe Biden. Tout ce que je sais, c'est que j'ai été élu pour résoudre les problèmes, pas pour créer la division. Bienvenue dans cette édition. Stratégie vaccinale, immigration, diplomatie sans écarter. La prochaine présidentielle américaine, Joe Biden, le président américain, tenait hier sa première conférence de presse à la Maison-Blanche. Que faut-il retenir de ce traditionnel exercice de communication? Les réponses avec Maëva de Froyenne. Voilà, donc vous voyez, donc on a évidemment des chaînes complètes, hein, avec de l'info, de la production, des productions de séries, etc. Donc tout ça est intéressant à observer. Vous avez vu un peu l'ensemble en fait des opérateurs. Là, on a commencé à voir un peu tout.
Bon, il reste quelques opérateurs un peu moins importants, enfin un peu moins développés que la IMF, TV5 Monde ou l'AUF, comme par exemple l'Assemblée des parlementaires francophones, donc ça on en parlera peut-être un peu dans quelques temps, ou un certain nombre d'actions vers la formation des journalistes francophones, auxquels j'avais pu assister quand j'étais à Hanoï aussi, donc on avait invité des journalistes, par exemple vous avez une série de journaux comme le Petit Journal, enfin de journaux qui appartiennent à cette espèce de franchise qui s'appelle le Petit Journal. Donc il y en a un en Thaïlande par exemple, qui est dirigé par un ami de longue date. Donc c'est évidemment tout ça sont des outils en fait d'influence, d'information, etc. Donc vous voyez en fait voilà l'intérêt. Donc on voit en fait d'une part dans les actions de l'Organisation internationale de la francophonie, de la coopération au niveau organisation internationale, qui a du mal à jouer tout à fait son rôle, mais c'est probablement pas la seule organisation internationale qui est actuellement en difficulté, puisque même l'ONU, en fait, a perdu un certain nombre de financements et n'est pas dans une position aussi clémente que dans les années 70 ou 80. Donc l'OIF, côté coopération internationale, influence internationale, et coopération décentralisée, donc avec les relations au niveau local entre les villes de différents pays, et entre par exemple Paris et Montréal, ou Brest et Hanoï, je crois. Donc vous avez une coopération locale qui a une importance probablement grandissante. En fait, ça va avec la décentralisation dans pas mal de pays. En fait, on décentralise parce qu'un gouvernement complètement centralisé dans la capitale n'est plus à même de répondre aux problématiques locales. Donc, c'est intéressant de suivre tout ça et voilà, et donc de voir un peu le fonctionnement de ces organisations internationales. Donc, on essayera peut-être de regarder. La prochaine fois, on regardera en fait le côté politique de l'AUF avec les différentes conférences des ministres et les sommets de la francophonie. Donc on reviendra un peu là-dessus parce que là, je voulais commencer par des choses assez concrètes, mais on reviendra sur les questions proprement politiques. Et puis, ce serait intéressant évidemment de regarder d'autres communautés en fait ou d'autres organisations qui s'occupent de différentes langues, donc que ce soit la CPLP par exemple, comme on en a parlé un petit peu autour de la Guinée-Bissau, du Mozambique ou du Brésil, ou que ce soit les associations hispanophones dont on a parlé un petit peu l'autre jour en regardant en fait les différentes associations à fondement linguistique. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Donc on se voit tout de suite. Et puis voilà, bonne continuation donc, et à très bientôt.